l'association ER Pays de Loire a le plaisir et l'honneur d'accueillir Alain Soral et Piero San Giorgio. Bonjour à tous, merci une fois de plus d'être là si nombreux. On sait d'ailleurs que les réservations étaient limitées au nombre de places. Je pense que sinon on serait encore beaucoup plus nombreux, parce que récemment, pour ceux qui l'ont vu à Genève, malgré les vicissitudes, on avait pratiquement 500 personnes qui s'étaient déplacées. C'est quand même un des signes très encourageants, c'est que petit à petit, de plus en plus de gens, malgré le travail des médias, le travail contraire des médias, de plus en plus de gens s'intéressent aux thèses, aux questions auxquelles on s'intéresse, moi et Piero, c'est-à-dire la question de la domination impériale, la question de la stratégie du choc, la question de la domination par le chaos, etc. Donc c'est très encourageant, donc je voulais vous remercier d'être là. Si vous pouvez vous taire là à côté, parce que c'est mon oreille qui frise. Donc je voulais vous remercier d'être là, parce que sans vous, rien ne serait possible. Moi, évidemment, vous me connaissez bien, j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai l'impression même un peu de radoter, je raconte un peu toujours la même chose. Je pense que tous les gens qui sont là, pratiquement, savent en gros ce que je vais dire et ce que j'ai à dire, à part les commentaires de l'actualité récente, qui est assez riche, et je pense qui nous fournira le plus gros du jeu de questions-réponses auquel je pense nous consacrons beaucoup de temps, parce que les gens, je pense, sont surtout là pour dialoguer plutôt que d'entendre de longs monologues. Donc moi, en fait, vous connaissez déjà mes conférences, c'est pourquoi je vais surtout, dans un premier temps, donner la parole à Piero, que lui vous n'avez pas entendu souvent. Hein, donc je vais m'effacer devant Piero pour qu'il vous parle de son livre, de son projet, de ses analyses, qui sont un peu le complément de mon travail préalable. Hein, c'est comprendre l'Empire et survivre à son effondrement, parce qu'une fois qu'on a compris ce qui nous menace et ce qui va nous arriver, comme je pense qu'on le comprend de plus en plus, vu la puissance du système qui est face à nous, on a peu de chances de gagner par les voies démocratiques ou électorales, etc. C'est une fois qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète pour survivre, sauver nos fesses, et éviter de se retrouver au milieu du champ de bataille, éviter d'être une fois de plus des victimes. Et c'est une question très concrète, très pratique. Et là, je crois que c'est Piero qui est performant et pertinent sur ce sujet. Et comme moi, je suis fatigué de parler, je vais lui céder avec un très grand plaisir la parole. Voilà. Merci à vous. Merci Alain, et merci à vous toutes et à tous d'avoir sacrifié quelques heures de ce magnifique soleil estival. Visiblement, je m'attendais que la côte atlantique soit humide et froide, mais au contraire, vraiment merci d'être là. Merci à mes camarades d'égalité et réconciliation. Alors on m'a souvent dit, mais pourquoi tu vas à Nantes avec Alain Soral? C'est quelqu'un de sulfureux. Toi, tu as une approche apolitique. Pourquoi tu vas là-bas? Moi, je dis non, d'abord, j'ai pas une approche apolitique. Vous allez le voir. Survivre, c'est tout à fait une approche très politique. Être vivant, c'est exister, c'est pouvoir continuer à faire de la politique éventuellement. Lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez plus parler. On l'a vu cette semaine d'ailleurs. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là. Je suis également un fan et membre d'Égalité et Réconciliation depuis de nombreuses années. Et très simplement parce que, comme l'indique le nom de l'association, égalité, surtout venant d'un Suisse, c'est quelque chose qui nous parle très très fort en Suisse. C'est un pays où, pour nous, l'égalité et la liberté sur des choses fondamentales et très importantes. Et puis la réconciliation, nous en avons besoin, et vous le verrez dans ma petite et courte présentation, le rassemblement, être ensemble, c'est ce qui va nous sauver. Et on ne sera pas tous, on n'y arrivera pas tous, mais ceux qui vont y arriver, ce sera aussi parce qu'ils sauront se réconcilier, se rassembler et éviter de tomber dans les pièges de la guerre de tous contre tous. Alors, le titre de la conférence, c'était « Comprendre l'Empire et y survivre ». Alors, ma modeste contribution, c'est surtout par la démarche que j'ai prise depuis quelques années, où, après avoir compris
quels, à mon sens, étaient les tenants, les aboutissants du monde moderne et les tendances lourdes qui sont en train de se mettre en place, je me suis dit, Pierrot, il faut que tu sauves tes fesses, celles de ta femme et de tes enfants. Et c'est clair que dans la prise de conscience qui m'a amené à ce raisonnement, de nombreux auteurs, dont Alain, ont fortement participé. Je pense, je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense être un des premiers auteurs qui a en tout cas cité Alain Soral dans un de ses livres, à mes risques et périls. Et clairement, c'est parce que l'analyse d'Alain sur la manière dont cet empire s'est propagé et a pris le contrôle de plus en plus dans un grand nombre de pays, surtout sur nos vies au quotidien, est très pertinente à mon sens. Alors, comment va-t-on y survivre et quels sont justement ces éléments lourds? Alors tout d'abord, je vais vous poser peut-être une question. Qui ici a déjà lu mon livre? Bon, on va faire pas mal de ventes, c'est bien. C'est mon éditeur qui va être content. Je ne suis pas là pour vendre mon bouquin, mais je suis là pour, au contraire, vous aider. Alors deuxième question. En fait, d'habitude, je fais une présentation de 2 heures et je la fais généralement debout avec... bon, mais on va la faire comme ça. Alors je vais vous demander de vous lever. Ça, c'est aussi pour emmerder les caméras. Donc, ok. Alors, qui ici pense qu'en cas d'agression est capable de se défendre? Pensez à la réponse. Non, vous n'avez pas besoin de vous lever les mains. Alors, ceux qui pensent sont capables de se défendre en cas d'agression, asseyez-vous. Ou plutôt au contraire, restez debout et les autres s'assoient. Je suis habitué à le faire différemment. Ok. Bon, c'est normal de savoir se défendre. Bon, ok. Alors, parmi ceux qui sont encore debout, qui d'entre vous a un potager ou en tout cas 3 mois de nourriture en cas de coup dur stocké à la maison chez lui? Donc restez debout. Les autres, asseyez-vous. Ok. Et parmi ceux qui restent, qui restent debout ceux qui ont au moins 50% de leur fortune investie en or, en lingots, en pièces d'or, etc. Ok. Très bien. Ok. Donc, ceux qui sont assis, vous n'êtes pas dans la merde. Et ceux qui sont debout, vous n'êtes pas dans la merde parce que maintenant tout le monde vous a repéré. Ok. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quelles sont les tendances lourdes aujourd'hui? Sans aller dans la philosophie, en ressortant même des visionnaires comme Proudhon qui avait déjà parlé, ou Evola qui avait déjà parlé du problème du monde moderne, on est aujourd'hui dans un monde où nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire 7 fois plus qu'il y a un siècle et demi. Nous avons pu avoir cette progression, cette croissance de population parce que nous avons apporté des techniques de médecine, de production agricole, performante, efficace, notamment par la mécanisation, par l'utilisation de la culture intensive, de l'agriculture intensive. Nous avons créé un monde où il a été possible de faire croître l'être humain de manière phénoménale, en nombre. En qualité de vie, on en parlera, c'est moins évident. Cette forte croissance de la population amène forcément une consommation de ressources. Ça, c'est mon approche écologiste du problème, c'est que plus on est nombreux, plus on va consommer des ressources, plus on est nombreux à manger, plus on est nombreux à avoir besoin d'eau potable, de ressources agricoles, de transport, d'éducation, donc des écoles, de bâtiments, de logements, etc. C'est simplement une arithmétique. Donc la question qui se pose, et d'ailleurs la question que se posent les élites mondialisées depuis pas mal de décennies, c'est est-ce que c'est trop de gens ou pas assez, ou est-ce qu'il va y avoir des ressources pour tout le monde pendant longtemps? Empiriquement, ce que l'on remarque, c'est que lorsqu'on regarde les ressources naturelles aujourd'hui, surtout depuis l'explosion de la croissance chinoise, indienne, brésilienne, etc., c'est qu'on se rend compte que l'on consomme nos ressources, notamment le pétrole, d'une manière accrue, d'une manière de plus en plus rapide, et qu'il n'en reste plus pour longtemps. Et il y a énormément d'auteurs, d'ailleurs peu de ce que je dis est original, j'ai compilé beaucoup d'informations de beaucoup d'auteurs qui montrent que pétrole, cuivre, tungstène, fer, toutes les ressources naturelles aujourd'hui se consomment de plus en plus vite. Et comme chacun d'entre vous, comme tout le monde, on va d'abord chercher les ressources faciles, et ensuite on va chercher les ressources lointaines, chères et compliquées.
C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous allez dans un arbre, vous prenez d'abord les fruits que vous pouvez attraper facilement, puis ensuite vous allez chercher votre échelle et vous allez plus loin, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que nous arrivons au bout de ces ressources. Si on arrive à mettre vraiment des dates, où on se rend compte qu'entre 2015 et 2025, on arrive à la fin de tout le pétrole, de toutes ces ressources de minerais, etc., qui sont faciles à exploiter. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas par hasard qu'on fait des forages dans les schistes bitumineux, dans des eaux profondes, etc. C'est parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de nouveaux gisements faciles. On a tout exploité. Bon, ça, ce sont des faits. Alors, on peut se tromper d'une année ou deux, on peut peut-être se tromper de 5 ans, mais ce sont des faits qui sont assez clairs, vous pouvez les vérifier par vous-même sur Internet, on arrive au bout de ces ressources. Et les gens disent, bah voilà, on arrive au bout, ça amène aussi de la pollution, l'infertilité des sols, la perte d'eau potable, etc. Et il y a beaucoup de gens de toutes tendances, évidemment beaucoup dans des tendances écologistes, qui disent, bah voilà, il faut qu'on se prenne tous la main les uns les autres et trouver des alternatives, etc. Mais les alternatives sont faibles, sont peu nombreuses, elles sont difficiles à mettre en place, surtout pour une si grande quantité de personnes avec un mode de vie si gourmand en énergie et si gourmand en ressources. On connaît tous cette image de si toute la planète consommait de la manière d'un Américain, on aurait besoin de 4 planètes et demie pour avoir les ressources naturelles pour pouvoir subvenir à ce type de mode de vie. Donc, la conséquence de ce raisonnement, c'est inévitablement, on va arriver à la fin. On va arriver à un monde qui est fini et on ne peut plus continuer longtemps de cette manière. Un peu comme finalement une espèce de, par exemple un virus qui se développerait dans un corps, une fois qu'il a tué ce corps et qu'il n'y a plus rien, ou une bactérie, eh bien le corps meurt, le virus n'a plus rien, n'a plus de quoi se développer, il se réduit en nombre, etc. C'est un phénomène totalement courant, biologique, observable, etc. Et la biologie s'applique également à l'être humain. On est également un être qui se nourrit, et quand il n'y a plus de nourriture, on se réduit, c'est des famines, des guerres, etc. Donc, cette problématique est réelle. Et on arrive, alors ça avait été annoncé par Malthus il y a 2 siècles, ça avait été annoncé dans les années 60-70, le système économique moderne a une capacité de résilience très grande, on a réussi à tirer les choses très très loin et très efficacement, mais on arrive au bout. Ça, c'est la première grosse tendance lourde, qui explique d'ailleurs pourquoi de nombreuses grandes puissances ces derniers 20 ans, comme par hasard, font des guerres, des prises de contrôle de ressources, quand ça peut se faire de manière économique, ça se fait de manière politique économique, quand on ne peut pas, quand il y a de la résistance, comme Saddam Hussein en Irak, eh bien, on va aller chercher les ressources avec toutes les excuses possibles et imaginables, tous les mensonges possibles et imaginables par la manipulation, évidemment, des médias et des consciences et de l'opinion, pour pouvoir justifier d'aller faire du vol. Et c'est une logique impériale qui était la même à l'époque romaine que dans tous les empires espagnols, anglais, et aujourd'hui, empire, on va dire, anglo-saxon, atlantiste. Bon. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a visé l'Irak, la Libye, l'Iran bientôt, etc. Ça a une logique. On ne va pas envahir le Zimbabwe. On ne va pas envahir des pays qui n'ont pas de ressources. Alors ça, c'est une première tendance lourde qui explique beaucoup de choses dans la géopolitique mondiale de ces 20-30 dernières années. Ce n'est pas la seule cause. Il y a énormément de causes très complexes qui convergent. Donc ça, c'est un élément fondamental. Cette pénurie des ressources, cette destruction des sols, cette destruction ces pénuries d'eau potable qui commencent à causer aujourd'hui famine, guerre, et bientôt, si vous pensez qu'en France, en Suisse, on vous suit 10-15 ans plus tard, mais on observe l'immigration de masse que vous commencez à avoir en France depuis une vingtaine d'années. Ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Mais rien du tout. On n'a encore rien vu. Lorsque des pays comme l'Égypte, avec 90 millions d'habitants, vont simplement ne plus avoir de nourriture ou d'eau potable, aujourd'hui, l'Égypte importe 95% de sa nourriture. Okay, le jour où il n'y a plus de pétrole, on n'importe plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 90 millions d'Égyptiens? Pareil au Pakistan, il n'y a plus d'eau potable. Dans quelques années, toutes les sources d'eau, les nappes phréatiques sont déjà aujourd'hui complètement à sec. Si en plus les glaciers dans l'Hindu Kush se réduisent, par exemple, je prends un exemple comme ça de l'Inde du Nord, Cachemire et Pakistan, comment ils vont faire les 180 millions de Pakistanais? Ben, soit ils vont mourir sur place, soit ils vont se battre entre eux, soit ils vont venir ailleurs, ils vont aller ailleurs.
Visiblement, vous avez les conditions politiques et sociales pour accueillir toute la misère du monde ici, visiblement. Donc ça va poser des problèmes. Un problème qui vont créer tensions sociales, guerre, etc. Alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est planifié, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui va se faire et qui est géré de manière opportuniste? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais clairement, c'est des tendances lourdes. Deuxième tendance lourde, qui elle, en revanche, n'est pas une fatalité arithmétique, on va dire, c'est toute la structure de la finance et du monde financier moderne. Depuis à peu près un siècle et demi, on a vu, et Alain l'a écrit très très bien dans son livre, la prise de contrôle totale de notre économie, qui s'est accélérée depuis la fin de l'Union soviétique, depuis qu'il n'y a plus de concurrence, de tous les pans de l'économie par la finance, la banque surpuissante, et qui nous amène sur la logique du profit à court terme, sur la logique du rendement immédiat du capital, à délocalisation, profit maximum, destruction finalement de tout ce qui fait vivre l'immense majorité des gens, parce que ça ne profite pas au faible nombre de personnes qui sont propriétaires du capital et propriétaires, donc forcément via les banques, les entreprises, les grands groupes, etc. Donc même le complexe militaro-industriel qui est utile pour justement aller saisir les ressources, de plus en plus, il a été mis sous contrôle. Le fameux complexe militaire dont parlait Eisenhower a été mis sous contrôle de la finance mondiale. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un processus qui a commencé exactement il y a un siècle, en tout cas aux États-Unis, avec la création de la Banque fédérale par un cartel bancaire. Aujourd'hui, dans toutes les banques européennes centrales sont également des cartels bancaires. La Banque centrale européenne également. Ce système est totalement dominant et a été mis en place. Ce système aussi a créé quelque chose de très intéressant pour notre analyse. Malheureusement, c'est quelque chose qui va nous faire souffrir et qui commence déjà à nous faire souffrir, c'est toute cette logique de dette. En fait, la croissance de ces 20 dernières années, surtout en Europe et de manière très très forte aux États-Unis, et quand on regarde de près les chiffres, on se rend compte que ça coïncide avec la fin du dollar étant basé sur l'étalon or, on se rend compte qu'il y a une création de dette pour compenser la perte de croissance réelle et la perte de création de richesse réelle du monde occidental. Et non seulement il y a eu un transfert de richesse vers les nouveaux pays émergents, Chine, Brésil, Inde, etc., mais en plus on s'est appauvri, mais on a camouflé notre appauvrissement par la création de dette qui, sous forme de subventions aux entreprises, baisse d'impôts pour les fortunes modestes et élevées, et subventions de type chômage, retraite, RSA, etc., pour les plus modestes et les plus pauvres d'entre nous, eh bien, nous donne l'illusion qu'on est encore capable de vivre bien, etc. Il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est artificiel, parce que la vraie richesse, on en parlera, c'est la terre, c'est le climat, enfin, c'est notre environnement, etc. Et si on a du surplus, on peut se permettre d'avoir des gens spécialisés qui vivent de ce surplus pour nous produire artisanat, commerce léger, etc. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire des 4 derniers siècles. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés de services virtualisées, financiarisées, où on ne produit plus vraiment de richesse réelle, et uniquement on gagne de l'argent, un salaire, souvent dans des métiers de plus en plus aliénants pour ceux qui ont la chance encore d'avoir un travail. Et cette subvention finalement pour avoir une paix sociale pendant les 20-30 dernières années, elle arrive au bout. Parce que la dette devient de plus en plus grande. L'intérêt de la dette, ne parlons même pas de rembourser le principal, devient de plus en plus lourd pour nos économies, une part de plus en plus grande de notre produit national brut, si on veut, qu'il est impossible de rembourser cette dette. C'est illusoire. On voit tout ce bordel avec la Grèce, et les Grecs commencent à le souffrir, ils sont déjà dans le début de l'effondrement économique et de l'effondrement social. Ceci va nous arriver, c'est mathématique, c'est impossible. Et surtout, on va en parler aussi, personne ne va prendre les seules mesures possibles pour faire table rase de tout ce système qui est totalement virtuel, parce que qu'est-ce que l'argent si ce n'est qu'une vue de l'esprit? C'est quelque chose où on se met d'accord pour dire, voilà, ce bout de papier, aujourd'hui basé sur rien. S'il était encore basé sur l'or, ou sur de l'argent, ou sur une valeur intrinsèque qui peut être échangée à tout moment, ça pourrait encore se discuter. Mais non, qu'est-ce que ça vaut 1 euro? C'est un bout de papier, ça vaut rien.
mais vous êtes d'accord de donner 1 heure de votre temps contre un certain nombre d'euros, et on est d'accord de vous vendre un certain nombre de biens en échange de ce billet. Enfin, on ne va pas faire un cours d'économie, mais c'est une vue de l'esprit. Donc on pourrait très bien faire table rase. L'Allemagne l'a faite en 1946, il me semble, 1er janvier 1946, ou c'était 1947, je ne sais plus, l'année zéro, où ils ont simplement dit tous les Reichsmark qui existent ne valent plus rien, on ne les échange pas. C'est pas comme le franc français qui a été échangé contre l'euro. Ils nous ont dit tu as 1 million de Reichsmark ou tu as que dalle, tu as 0 ou 1 million, ça vaut 0. Et simplement on va redistribuer 100 Deutschmark par personne. Enfin, il y aurait des mesures intéressantes à faire pour rendre cette économie indépendante de ce système prédateur financier. Mais qui est en pouvoir pour prendre ces décisions? Ce sont des gens qui font partie de ce système corrupteur et qui achètent finalement la politique, les partis politiques. Et c'est comme ça. Simplement, on pouvait encore, et il y a encore quelques rares résistants à ce système, mais ils disparaissent les uns après les autres. Et ça, c'est un deuxième élément lourd, structurel, qui nous amène à un chaos rapide. Ça, on va le voir assez rapidement, peut-être même avant qu'il y ait des pénuries lourdes de pétrole et de matières premières, dans les prochaines années. La Grèce, c'est un laboratoire, c'est en train de se passer, et on verra si justement ça amène la révolte des nations, des révolutions, ou si au contraire les Grecs vont être soumis et vont se auto-soumettre et accepter d'être esclaves. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si l'argent, c'est finalement, ça représente un travail, vous travaillez, vous recevez de l'argent, une dette, c'est une créance sur du travail futur. Donc, une dette infinie et impossible à rembourser, c'est donc une créance sur du travail, sur votre travail, sur notre travail, infini. Et ça s'appelle l'esclavage. Okay. C'est pas innocent ce système, c'est voulu que ce soit comme ça. C'est pas étonnant que les grandes religions monothéistes que sont l'islam et la chrétienté ont interdit, ça sera plutôt le discours d'Alain, ont interdit l'usure et le prêt à intérêt, c'est évident. Et quand on voit que ça faisait rire mon épouse quand je lui ai montré que la Grèce, il y a un mois, empruntait, sur les marchés, évidemment elle a eu des prêts beaucoup plus bas par la Banque centrale, mais empruntait sur les marchés à 700, non c'était 900%, 950%, à un an. Ça n'a pas de sens. C'est juste, c'est ridicule à la limite. Troisième élément qui est important, qui nous amène à ce qui va, à mon avis, précipiter l'effondrement, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont une économie zombie, mort-vivante. En fait, ils sont morts. Ils ont été détruits par une dette colossale, par des délocalisations aussi grandes, même plus grandes que celles qu'on a vécues en Angleterre, en France, dans les pays européens. Et ils ne vivent qu'en augmentant justement une dette et un déficit annuellement gigantesque. Aujourd'hui, ils en sont, déficit du gouvernement, je crois que c'est 16 ou 17 000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Je prends toujours l'exemple, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est? Déjà, 1 million, on arrive encore humainement à comprendre ce que ça veut dire comme chiffre. Mais 1 milliard, c'est déjà difficile, alors 1000 milliards. Il faut se rendre compte que 1 milliard de dollars en billets de 1 dollar, en billets de 100 dollars entassés les uns aux autres, c'est une pile de 100 km. Donc 1000 milliards, 17 000 milliards de déficit de l'État. Si on ajoute les cartes de crédit, les dettes privées, les dettes des entreprises, je crois qu'on arrive à 200 000 milliards. Le PNB des États-Unis, c'est quoi? 13 000 milliards. Donc ils ont 200 000 milliards de dettes et ils en produisent 13 000 par an. Donc 13 par rapport à 200. Irremboursable, c'est fini, ils sont morts. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est clairement la stratégie, c'est que, quitte à mourir, autant retarder la mort le plus longtemps possible et tuer les supplétifs, les harkis de l'Empire, c'est-à-dire les Européens. Et si on ajoute là-dessus, j'en parlais, les changements climatiques, quelles qu'en soient les causes, on ne va pas rentrer dans ce débat, changements climatiques nécessiteront énormément de capital pour faire les changements. Imaginez que, je ne sais pas, si effectivement les niveaux de la mer montent, il faut déplacer les ports. C'est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards qui ne sont pas là puisqu'on est endetté. Tous les changements sociaux nécessaires, enfin, on est vraiment acculé. Donc c'est une convergence de tous ces éléments lourds. Déjà, un seul de ceux-là, ce serait un défi gigantesque pour nos générations, pour nos sociétés, mais on les cumule tous.
crise économique, crise sociale, crise d'immigration de masse, famine généralisée bientôt dans le monde, etc. Donc, parce que pénurie de pétrole, pénurie de transport, plus d'engrais, plus de produits chimiques pour faire les pesticides, etc. Fin de la monoculture, fin de l'agriculture intensive. On les nourrit plus, les 7 milliards ou 8 de personnes, c'est impossible. Donc quand les gens disent on pourrait nourrir plus de monde, ouais, mais toute chose est égale par ailleurs, mais les choses vont changer, justement. Et avant même qu'il n'y ait plus de pétrole, il va simplement devenir très cher. Donc là-dessus, il y a plusieurs conséquences possibles. Alors, nul ne peut être devin, certainement pas moi. Et les conséquences peuvent être soit un effondrement très lent, justement la Grèce d'abord, ensuite l'Espagne, ensuite peut-être clairement l'Irlande, la France, et même l'Allemagne, enfin beaucoup, il n'y a pas même la Suisse à terme. On est un petit peu en retard, on est un petit peu plus en haut dans la colline, mais on va s'en prendre plein la gueule comme vous. Comme vous allez en prendre plein la gueule, comme les Grecs. C'est juste comme ça. Ça, c'est un scénario. Un autre scénario, c'est des révoltes, des révolutions, mais enfin, économiquement parlant, c'est pas gagné non plus. C'est probablement d'ailleurs les meilleures solutions. Mais si demain on dit allez tous à la Bastille, on sera combien? 4 Avec Mélenchon. Voilà. Si ensuite. Donc l'autre scénario, et c'est probablement celui que veulent une partie des élites qui dominent et qui gèrent le monde, c'est comme ça. Tout système humain finit par devenir oligarchique, hein, c'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Bon, il faut aller voir Schwartz qui raconte, c'est très intéressant. L'autre alternative, c'est qu'en cas de crise économique, 1907, 1914, 1929, 1939. Chaque fois qu'il y a des grosses crises économiques, et là, ça devient vraiment sérieux, parce que la crise dans laquelle on rentre, 1929-1930, c'est de la gnognotte, c'est rien par rapport. L'autre alternative, c'est la guerre. La guerre a plein d'avantages du point de vue des élites. Les élites n'envoient pas leurs enfants se faire tuer, c'est pas eux qui vont se battre. De leur point de vue, ça peut être intéressant. Ça tue beaucoup de gens, ça élimine la population. On voit bien les élites de 1900 à 1910 qui disaient oui, ce serait bien que tous ces prolétaires qui nous emmerdent parce qu'ils ont des revendications, ce serait bien qu'ils se battent entre eux. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les prolétaires allemands contre les prolétaires français, et anglais, et italiens, etc. C'est ça les guerres. C'est pas les riches qui se battent. C'est fini, Crécy et Azincourt. Donc ça peut être une stratégie. Alors j'ai des pistes, hein, on a du flair, on voit que l'Iran, ça chauffe, on voit que la Russie, qui augmente son budget militaire de 700 milliards, qui fabrique 5000 abris anti-atomiques à Moscou, visiblement il y a baleine sous caillou, enfin, il y a clairement, ils se rendent compte de quelque chose. Enfin, ils sont pas idiots, les Russes, c'est des joueurs d'échecs, hein, ils ont toujours 2-3... Ils sont pas très puissants, encore que, ils sont jamais aussi puissants qu'on le pense, mais ils sont jamais aussi faibles qu'on le pense, mais en revanche, ils se préparent. La Chine militarise à fond en ce moment. Ils stockent de la nourriture, ils stockent du pétrole, etc. Donc on voit qu'il y a une préparation que beaucoup d'États font. D'ailleurs, les plus gros survivalistes, ce sont les États qui stockent la nourriture, qui stockent du pétrole. En tout cas, les États qui ont une conscience de leur nation. Et c'est le cas des Russes. On peut ne pas aimer Poutine, mais Poutine, il est là pour la Russie. Il n'est pas là pour la finance internationale ou autre. Les Chinois, les politiciens chinois, membres du Parti communiste chinois, sont des ingénieurs de formation, pas des avocats. C'est des gens solides au niveau des compétences. Eux, ils sont là pour la Chine. Alors eux, ils ont une gestion de leur population. La Chine a une tradition de gestion de sa population assez dure, comme les Russes d'ailleurs. Ils sont prêts à faire des sacrifices chez eux, mais ils sont là pour la Chine plurimillénaire. Ils ne sont pas au service de la finance mondiale, du moins c'est ma perception. Peut-être qu'on se trompe, et peut-être que les gens sont... Cette élite est tellement forte qu'elle est capable de coopter l'élite chinoise, mais enfin, j'en doute personnellement. Donc ces guerres, elles peuvent être provoquées. Peu importe. Ce qui nous concerne, c'est que cette convergence de crise amène certains mécanismes d'effondrement. Ces mécanismes sont assez bien étudiés historiquement. On étudie l'île de Pâques, l'Empire Maya, l'Empire romain, les Vikings du Groenland, etc. On comprend assez bien comment des sociétés s'effondrent. D'ailleurs, souvent, elles choisissent culturellement de s'effondrer. Et là arrive le dernier pilier, qui est le dernier clou dans le cercueil de nos civilisations, c'est que nos cultures
elles sont tout sauf résilientes. Nous ne sommes pas capables de résister comme ont pu faire nos arrière-grands-parents dans les années 30. Je vais vous lire un tout petit texte très court un auteur américain qui est très très bien, James Howard Kunstler, ce qui a été une des sources pour mon travail, a vraiment étudié, essayer de comprendre quel sera le monde de l'effondrement et post-effondrement. Et dans ses analyses, il explique quelle est la différence entre nos grands-parents et nous-mêmes. Et il dit la chose suivante, j'ouvre les guillemets. Donc il parle des États-Unis. Une inconnue est la manière dont la population américaine va réagir. Contrairement aux années 1930, nous ne sommes plus une nation qui s'interpellait par des monsieur ou madame, où même les plus démunis portaient veste et cravate et parlaient un anglais compréhensible, où même les clochards vous disaient merci, et où, en général, il y avait une culture et des valeurs communes. Nous sommes une nation de voyous, avec des tatouages sur le cou, qui s'interpellent par des motherfuckers, et dont la seule compétence est dans les jeux vidéo simulant des meurtres. Les masses du temps de Roosevelt avaient l'habitude de décennies de travail régimenté où l'on se représentait à l'heure, dans les écoles et dans des usines bien gérées et où l'on se tenait bien. C'est à mon avis pourquoi les États-Unis n'ont pas explosé dans la violence pendant la Grande Dépression des années 1930. Les citoyens avaient de la discipline et du courage. La démoralisation est aujourd'hui si titanesque qu'il est très difficile d'imaginer les habitants se mobiliser au-delà de cérémonies les plus superficielles, comme placer des nounours sur le site d'un accident. Et oublier la discipline et le courage dans une nation de victimes du syndrome de déficit d'attention en manque d'estime de soi. C'est très résumé, mais ça montre bien que nos sociétés individualistes, égoïstes, hédonistes, sans lien réel, on nous parle de solidarité, mais elle nous est imposée par l'État, mais on la ressent rarement dans nos tripes, sans rite de passage, sans rien qui nous lie culturellement ensemble, sans une identité commune, en fait, ce sont des sociétés extrêmement fragiles. Et lorsque il va y avoir un effondrement plus ou moins long, plus ou moins rapide, plus ou moins intense de l'économie, parce qu'à la fin, c'est l'économie qui nous fait vivre. C'est le résultant, c'est toujours l'effondrement économique. Eh bien, on risque de ne pas savoir réagir. Notre classe politique est incompétente, inconsciente, partout. Nous-mêmes sommes inconsistants, nous ne savons pas vraiment ce que l'on veut. La plupart d'entre nous sommes très très cons. C'est l'immense majorité de la population, de plus en plus. On a été abêtis par les médias. Tout ça, c'est voulu, c'est normal. Moi-même, je viens du côté obscur de l'Empire. Pendant 20 ans, j'ai été responsable marketing à l'international de grandes sociétés. Je vous ai vendu plein de trucs. Au bout d'un moment, on comprend, on devient, et on se dit, soit je continue à être schizophrène, et je continue à vendre la croissance économique qui n'existera plus, puisqu'il n'y a plus de pétrole, plus de ressources, il n'y a plus de croissance, c'est fini. Et en même temps, je me prépare et je sauve mes fesses, mais ça devient difficile dans sa tête, ou alors je laisse tomber, je fais autre chose. Voilà, c'est ce que je fais. Heureusement, j'ai mis un peu de côté, donc j'ai pu faire ce que je vais vous décrire. Mais voilà le problème fondamental, c'est que ça marche. L'être humain est simple dans sa tête. Je vous assure que les milliards que l'on dépense en psychologie de masse, en psychologie individuelle, etc., on sait vous mettre, même les rebelles, on sait qu'est-ce qu'on va vous vendre. Vous êtes tous, on est tous mis dans une petite case, on sait exactement, si on appuie ce bouton, vous allez réagir comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est facile. Alors, il y a des plus talentueux que d'autres. Moi, je dis, ah, c'est bon. Mais ça marche. Ça fonctionne. La preuve, on est tous lobotomisés par la télé. Là, ça fait une semaine que je regarde pas de télé, j'ai pas Internet. On me dit, t'as vu ce qui s'est passé à Toulouse? Moi, je sais pas, les enfants, les pauvres, machin. Bon, mais voilà, il faut se désintoxiquer de ce système. C'est très dur. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà en phase avancée de désintoxication. Donc bravo. Et merci Alain de nous avoir tous amenés sur ce chemin. Alors je vous passe les détails de l'effondrement parce que sinon ça va plomber une belle après-midi. Et pour ceux qui ont lu mon livre, ils voient, et souvent les gens me disent, je suis à la page 100 de ton livre, je crois que je vais me suicider. Lis encore 50 pages, enfin lis-le jusqu'au bout au moins que tu aies rentabilisé tes 23 €. Mais les effets de l'effondrement vont être violents parce que justement, une société individualiste, incapable d'empathie,
qui de plus en plus est amené à se haïr les uns les autres par des manipulations et simplement par le comportement du quotidien, lorsque tout va aller mal et qu'il n'y a plus rien à manger, c'est plus « Ah, j'ai pas une connexion Internet » ou « Mince, ma PlayStation ne marche pas ». C'est « Il n'y a plus à manger ». Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus proche de nos sources d'approvisionnement de nourriture. Et encore, ici à Nantes, ça va, vous avez la Bretagne, vous avez la Vendée, c'est des régions agricoles très intéressantes, mais Paris, elle vient d'où la bouffe ? Je vous en prie. Il y a une alternative en ce moment, il y a une alternative de se passer complètement de nourriture. Ah oui, d'accord. C'est ce que je vais tenter de faire dans 2 mois. Eh ben, bravo. C'est-à-dire qu'on peut préparer son corps, il faut préparer son corps. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a 35 000 personnes en ce moment dans le monde qui le font et qui se passent complètement de nourriture. La personne avec qui je vais faire ça n'a pas mangé depuis 9 ans et demi. Ben moi, mon problème, c'est que je mange un peu trop. Vous avez écoutez, Vous avez, il s'appelle Henri Montfort. Oui, je connais ça, en fait. Il y a un DVD qui s'appelle Lumière là-dessus, et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, je vais le faire dans 2 mois, donc je pourrais vous en dire plus après. Bah, j'espère que vous serez là après. Enfin, toute théorie, et moi je suis ouvert d'esprit, toute théorie, prenez-la, faites-vous-en. C'est-à-dire qu'on se nourrit autrement en réalité. On se nourrit pas, voilà, on se nourrit d'énergie. Mais enfin, pour les 60 millions de Français et pour les 7 milliards de personnes, ça va être difficile. Bon. Maintenant, pourquoi je parlais de d'où vient la nourriture ? C'est pas simplement pour expliquer les chaînes d'approvisionnement qui sont fragiles et la multitude d'entreprises qui amènent la nourriture par camion essentiellement des grands centres de distribution aux centres de distribution locaux qui ensuite partent dans les supermarchés, vont faire faillite les unes après les autres, ou parce que les prix du pétrole augmentent, ou alors parce que simplement il y a un choc brutal, comme une guerre. Une fois qu'il n'y a plus de bouffe dans les supermarchés, il y a panique. Et quand il y a panique, justement, ce monde individualiste se transforme en psychopathe. Et c'est justement, c'est pas du tout l'entraide, on se serre les coudes, enfin, on l'espère, mais je crains que ça va être Ziva, file-moi ton sandwich. Et que ça va finir en boucherie. Donc, si l'on passe du temps, et c'est vraiment, mon éditeur me disait, mais explique pas tout ça, fais juste un guide de survie. Je dis non, il faut expliquer les tenants, les aboutissants et quelles sont les possibles hypothèses d'effondrement. Et c'est pour ça que j'ai insisté de faire les 100 pages du bouquin sur ce que je viens de vous décrire. Alors, deuxième partie, je vais aller plus vite. Ça, vous allez pouvoir acheter le bouquin. Mais essentiellement, pour survivre, vous ne pouvez pas, vous devez être loin de ces problèmes. Vous ne pouvez pas être nomade. Vous ne pouvez pas être prédateur. Il va falloir vous réenraciner. Alors moi, j'ai eu la chance, je lisais un bouquin de Drac, Ayoub et Thibault, qui s'appelle G5G, qui est introuvable malheureusement, et qui développait une idée que j'ai reprise et que j'ai développée, mais enfin qui s'appelle la base autonome durable. Je vais juste vous lire encore un petit paragraphe qui dit la chose suivante. La base autonome durable est un espace de sécurité. Voilà le bien qui, dans l'avenir proche, fera le plus défaut. Nous devons construire une économie de la robustesse contre l'économie du rendement. Une économie physique de production tournée vers la définition de solutions stables et solides contre l'économie financiarisée à outrance, virtualisée, uniquement préoccupée du profit. Nous voulons de la stabilité, nous voulons du long terme. Nous voulons donc de l'enracinement. Nous voulons reconstruire de l'autonomie, mais aussi de la permanence. Nous voulons avoir l'avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous voulons un fondement, un sol, un socle, une terre. Nous voulons une vraie base autonome, durable. Une base permanente. Notre devise, c'est l'enracinement, l'autonomie, la permanence. Donc le geste politique fondateur est une rigidité mentale et territoriale. Cette rigidité, nous la revendiquons. Elle veut dire nous ne nous courbons pas, nous ne nous inclinons pas. Donc en fait, l'approche de... Voilà, je ferme les guillemets. Donc pour moi, l'approche de la survie, ce n'est pas fuir. Mais simplement, ce n'est pas être là où il va y avoir le bordel. Ça veut dire se préparer. Se préparer pour de l'autonomie, donc de l'indépendance, donc de la vraie liberté. Et lorsqu'on part de ce principe, parce que vraiment, j'ai tourné ça pendant des années hein, dans ma petite tête. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je m'achète un bunker? Parce qu'ensuite, il y a aussi toute une mouvance de survivalistes
prévoit bien sûr les guerres, les famines, etc., mais aussi les impacts de météorites, les virus. Enfin, à la fin, à un moment, il faut dire, ok, on va essayer de trouver le dénominateur commun. Et pour réussir à s'en sortir, en fait, il faut 7 éléments. 7 éléments qui peuvent permettre de construire notre base autonome durable, qui veut dire ce que dire. Enraciné, autonomie, et pour relativement longtemps, puisque vous ne savez pas combien de temps vous allez devoir tenir. Et c'est un vrai projet politique, parce que se sortir de ce modèle, c'est à la fois affaiblir, voire tuer le modèle. Alors je salue les gens des RG qui sont ici. Mais c'est aussi justement vous donner cette autonomie, cette liberté que d'ailleurs les États détestent. Souvent, à part en Suisse, mais encore, on en parlera, les États n'aiment pas un peuple libre, autonome et indépendant de leur structure. Pour eux, c'est un organisme qui a besoin de cette domination pour vivre et pour vous. Donc il faut 7 éléments. L'eau, donc autonomie dans la durée pour l'eau, la nourriture. Alors la nourriture, je précise, l'idée pour être autonome dans le temps, ce n'est pas stocker votre nourriture, de la nourriture et faire des réserves. Ça, c'est en cas de coup dur. Souvent, les gens m'écrivent, ils disent, mais vous dites qu'il faut faire des stocks, mais après, quand les stocks sont finis. Non, non. Il faut avoir son autonomie de nourriture. Ça ne veut pas dire avoir des stocks, c'est être autonome. C'est-à-dire votre potager, la permaculture, probablement une production pour vous de nourriture. Et les stocks servent, parce que moi j'ai loupé déjà 1 ou 2 récoltes, si vous les ratez, vous avez des conserves et vous avez de quoi tenir un coup dur, etc. Donc ça c'est d'ailleurs une des premières choses à faire, c'est commencer à stocker un petit peu de nourriture, des pâtes, une nourriture saine si possible, etc. Troisième élément, c'est l'hygiène et la santé. Avoir d'autonomie au maximum dans l'hygiène et la santé. Ça c'est le point probablement le plus difficile, parce qu'une des grandes richesses du monde moderne, c'est la médecine. On est capable quand même de soigner énormément de choses, d'avoir éliminé la souffrance de notre vie, qui était quand même un des gros problèmes dans les millénaires passés. Il faut faire simple. Donc autonomie et hygiène, c'est que vous allez devoir apprendre, imaginez dans votre ville, sans eau courante et sans évacuation des eaux usées. Ça sent vite mauvais, et ça devient vite des crises sanitaires avec des épidémies, etc., choléra, etc., sans parler des cadavres. Hein. Mais cette autonomie niveau hygiène, elle nécessite certains efforts, certaines règles. On ne fait pas caca là, on mange. Enfin, ça a l'air con de dire ça comme ça, mais pas tout le monde dans le monde a compris. Hein. Donc ça, c'est le troisième point. Santé, savoir se soigner, en tout cas au maximum par des moyens naturels, par un minimum de chirurgie que vous devez savoir faire vous-même. On peut apprendre ce genre de choses. Quatrième point, c'est l'énergie. Parce qu'une des grandes conquêtes du monde moderne positive, c'est de nous libérer d'un travail chiant qui est le nettoyage de la vaisselle grâce à des machines. Ces machines nécessitent de l'énergie, heureusement électrique, pas pétrolière, donc on peut produire de l'énergie. Donc là aussi, réfléchir comment est-ce qu'on peut être autonome et durable pour ces genres d'éléments. Alors les gens me disent, oui, mais l'écologie profonde, c'est pas ça, il faut être totalement indépendant. Ok, tu fais comme tu veux. Moi, j'aime bien que ma femme n'ait pas besoin de faire la vaisselle, parce que probablement, après, c'est moi qui devrais la faire. Vers la féminisation, on va pas l'enlever, ce phénomène-là. Quatrième point, donc, l'énergie. Ensuite, cinquième point, et ça surprend beaucoup les gens, c'est la connaissance. Alors bien sûr, il y a les savoir-faire, réapprendre les métiers qui seront utiles dans le futur. Et là, il faut bien réfléchir. Beaucoup de jeunes me disent, voilà, j'ai 17 ans, qu'est-ce que je fais? Je vais faire des études de droit, de sociologie, Sciences Po, machin. Ouais, dans 20 ans, tu vas creuser des latrines, si tu es vivant. Ça sert à quoi, ces métiers? Ça sert aujourd'hui dans un monde débile, mais avocat, politicien. Mais demain, c'est menuisier, réparateur de vélo, militaire, clairement, puis toute une série de métiers beaucoup plus intéressants. Enfin, c'est des métiers manuels, c'est des métiers qu'on a dénigrés pendant 50 ans. On nous a dit, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, t'es plombier, ouais, t'es pas intelligent. Mais non, d'abord, si on est bon manuellement, c'est parce qu'on est intelligent. Et alors, bon, c'est sûr que ça demande du boulot, c'est des métiers où il faut travailler. L'heure de boulot, c'est l'heure de boulot. Agriculteur, etc., etc. Donc voilà, réapprendre ce savoir, mais aussi une connaissance, je dirais même, civilisationnelle et spirituelle. Parce que survivre juste pour survivre sa peau, c'est pas assez. Il faut faire survivre ce qui est bon dans notre civilisation.
Et sans être un hard identitaire, parce que pour moi l'identité est très large, c'est pas par hasard qu'on est avec égalité et réconciliation, notre civilisation a des bons aspects. Et ces aspects-là, il faut les transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Et donc il faut sauver, et ça c'est un peu le côté arche de Noé du concept, il faut amener avec nous livres, œuvres d'art, musique. C'est facile aujourd'hui, on peut mettre des dizaines de milliers de morceaux de musique dans un ordinateur, et si on a un petit peu d'électricité, ça va fonctionner. Donc on peut imaginer de sauver une grande partie de notre patrimoine, une grande partie de notre culture. C'est fondamental. Donc c'est un des éléments fondamentaux. Donc ça, c'est les 5 éléments clés. Mais il y en a 2 autres. Une fois que vous avez tout ça, il va falloir vous défendre. Alors je sais que ce n'est pas à la mode cette semaine, mais le point 6, c'est la défense. Il va falloir vous défendre. La première défense, c'est de ne pas être là où il va y avoir le bordel. Donc c'est vrai que je propose justement aux gens de plutôt se retirer des grandes villes, d'être loin des endroits où il va y avoir des problèmes et du chaos. Ce n'est pas toujours possible, donc on réfléchit aussi à comment on peut survivre en milieu urbain, etc. Mais premièrement, se sortir de là où il va y avoir le bordel. Se défendre de manière passive, être discret, écrivez pas un livre sur la survie, vous allez vous faire repérer. Vous sortir un petit peu de ces problèmes. Et ensuite, savoir vous défendre, tant physiquement, mentalement, être prêt dans votre tête. Et ça implique beaucoup de choses qui sont même difficiles souvent à en parler. Alors, venant d'une culture suisse, on est beaucoup plus ouvert sur ça en Suisse qu'en France. Ça veut dire être armé, savoir se défendre, être prêt à utiliser ses armes de manière défensive. Moi, je dis toujours, nous en Suisse, on est pacifiste, neutre, mais pas non violent. Viens nous faire chier, et tu vas comprendre. Donc, voilà, c'est une approche que j'aime bien. C'est pas œil pour œil du tout. Les gens disent oui, mais œil pour œil. Non, c'est pas œil pour œil. C'est pour un œil toute la gueule. C'est comme ça. Mais je commence pas en premier. Donc la défense est importante. Et le 7e élément, qui est le plus important de tous, c'est de reconstruire le lien social. Parce que vous n'allez jamais réussir à survivre seul. Il va falloir créer ce lien social entre vous, votre famille, alors c'est idiot, mais parfois c'est pas évident, vos amis, votre environnement, les communautés autour de vous. Parce que l'idée, c'est que, encore une fois, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous allez d'abord vous préparer vous. Peut-être vous allez essayer de convaincre vos amis, mais souvent ils vont vous dire non, mais t'es un parano, tout ira bien, mais le gouvernement est bienveillant, il pense à nous. Ok ? On ne peut pas les convaincre s'ils ne sont pas prêts à écouter. Donc vous préparez-vous, et ensuite étendre votre préparation aux gens autour de vous. C'est pas facile. Moi, ma femme, avant de dire ok, t'es pas complètement débile avec ton histoire, parce que bon, je vois ce qui se passe aussi, il y a des tensions, c'est difficile. Elle est très gaucho macramée, elle me voit avec des fusils, en train de nettoyer mon fusil le soir, elle rentre dans mon bureau, elle me dit qu'est-ce que tu fais? C'est quoi là? Des munitions? Mais je t'ai dit de ne pas faire ça à la maison. C'est quand même chez moi. Hein. Donc, il faut des années avant qu'elle dise ouais, bon, ok. Elle n'est pas encore venue avec moi tirer au stand de tir, etc., mais ça viendra. Mais mes amis le font. Donc, ma base autonome durable est faite avec des amis, avec des gens qui habitent sur place à plein temps. Moi, malheureusement, je ne suis pas à plein temps dedans, donc c'est assez dur pour m'occuper des animaux et du potager, etc., mais enfin, ça commence à venir. Et petit à petit, convaincre la communauté autour de vous pour étendre les 7 éléments à plus de monde, pour être autonome pour l'eau, la nourriture, parce que seul, c'est très dur. À plusieurs, dans votre village, dans votre région, dans votre vallée, et j'ai l'espoir pour la Suisse, pour mon pays, à tout le pays, de devenir une très grande base autonome durable. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau en Suisse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, notre concept, c'était notre réduit national, qui était d'être capable de se défendre avec une autonomie qui est difficile, parce qu'on n'a pas la terre agricole pour nourrir tout le monde en Suisse. Donc, à l'époque, c'était les stades, les pelouses publiques, etc., on cultivait. Mais je crois qu'en France, pendant l'occupation, c'était pareil. Et souvenez-vous, demandez à vos grands-parents, pendant l'occupation, on vivait plutôt bien à la campagne. Il faut bien réfléchir comment c'était, parce qu'ils avaient compris des trucs, nos grands-parents, que nous, on a un petit peu oublié. Donc voilà, ces 7 éléments sont importants. Et bien sûr, il faut se préparer par une préparation mentale, par des exercices. Donc, par exemple, dans mon livre, je donne une dizaine d'exercices, dont un spécial Alain Soral, qui est un exercice de drague. C'est un peu notre maître à tous.
En tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert dans les premiers livres. Mais clairement, il y a des exercices qui vous amènent qui vous aident à bâtir ces 7 éléments, notamment le lien social, qui est vraiment, je le souligne encore, c'est vraiment fondamental. Et peut-être, si on est suffisamment nombreux, et c'est là mon objectif d'écrire un livre et de transmettre ces modestes connaissances, c'est que si on est suffisamment nombreux à nous préparer, à survivre à cette tempête parfaite qui nous arrive sur la gueule, peut-être on va mitiger les effets de l'effondrement. Je ne pense pas qu'on va pouvoir l'éviter. Ça va être dans les 10 prochaines années, ça peut être demain matin, mais je pense que dans les 10 ans, ça va arriver, c'est sûr. Bon, c'est mon avis, hein, j'espère que je me trompe. Mais on va mitiger cet effondrement, on va être plus résilient dans les groupes qui se sont formés, on va pouvoir accueillir et être charitable avec les gens qui seront désemparés, et nous serons le socle à la fois culturel, génétique, de la reconstruction qui viendra après. Parce qu'il faut avoir cet espoir, cette foi, que nous n'allons pas disparaître totalement dans la barbarie ou dans le néant, mais que l'on va, grâce à cette préparation, parce qu'on sera nombreux à se préparer, ou en tout cas plus que simplement 3-4 personnes par-ci par-là, que l'on va pouvoir reconstruire un monde meilleur. Et ça, c'est ce que je nous souhaite, et c'est toute la démarche que j'ai. Voilà, je vous remercie.